Bonsoir à tous. Donc moi, je vais passer la main à Simon, qui est chez Extia en tant qu'ingénieur cybersécurité. Oui, du coup, donc je m'appelle Simon Dienne, oui. J'ai rejoint Extia il y a un an, tout juste un an. Et pour me présenter rapidement, du coup, moi, j'effectue ma mission à BNP Paribas, et plus précisément à Security Services, et je suis ce qu'on pourrait appeler coordinateur technique sur des projets cybersécurité. Du coup, voilà, je gère des projets, j'aide les métiers à mettre en place des projets, tout un tas de solutions cyber pour BNP Paribas. Du coup, aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire, c'était donc vous faire une présentation assez simple sur les différents types d'attaques en entreprise, en tout cas les plus gros types d'attaques qu'il peut y avoir. Donc, je vous en présenterai trois avec une bonus. Euh, Et donc voilà, donc ça se destine plutôt à un grand public. On n'ira pas trop dans le détail, enfin, même pas dans le détail technique, mais juste vous présenter les attaques, quelques exemples et comment sont protégés. Donc, pour commencer, donc on va faire un petit passage sur quelques chiffres sur la cybersécurité. Donc, c'est des chiffres qui sont issus de l'année 2019, mais c'est pour vous présenter un petit peu l'impact qu'a la cybercriminalité aujourd'hui. À quel point est-ce que les attaques sont importantes en entreprise et même dans le monde. Ensuite, on verra donc la partie phishing, donc vous devez sûrement connaître, vous avez sûrement entendu parler à maintes ces entreprises. La partie ransomware, pareil, sûrement entendu parler, et le DDoS, ou le déni de service en français. Et ensuite, s'il nous reste un peu de temps, mais je pense qu'il nous en restera, je vous ferai une brève présentation de ce qu'est l'ingénierie sociale et qui pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine comète, on verra. Ce serait un sujet que j'aimerais bien présenter aussi. Et enfin, vous aurez des questions, je l'imagine, et j'y répondrai du coup en fin de séance. Alors, on commence tout de suite du coup par les quelques chiffres de la cybersécurité. Et donc le lourd bilan de la cybercriminalité, pardon. Donc en 2019, du coup, il y a eu de recenser environ 700 millions d'attaques dans le monde, donc, ce qui est assez énorme, et pour un coût aux entreprises, aux particuliers, et même aux États, je dirais, de 600 milliards d'euros. Donc ça, à travers le monde, 100 milliards d'euros, oui, c'est ça. Ce qui représente quand même une certaine somme, et ce qui est du coup un enjeu pas du tout à prendre à la légère. En France, ça représente environ 19 millions de Français qui ont été touchés par une cyberattaque. Et parmi ces 19 millions de Français, environ 50%, ou 45% en l'occurrence, qui ont été touchés par un ransomware. Donc ça tombe bien, on va en parler. Et notamment, des ransomware, vous avez sûrement entendu parler à la télé ou même dans les journaux, WannaCry et NotPetya, pour ne citer que ces deux-là. En entreprise, ça représente environ, 90% des entreprises qui sont touchées. Voilà un petit peu pour un panel de quelques chiffres pour vous donner un peu une idée de ce que représente la cybercriminalité dans le monde à ce jour. Donc on va donc du coup commencer par le phishing. Alors le phishing, qu'est-ce que c'est? Ou hameçonnage en français. Tout bêtement, ça se représente la plupart du temps par un email que vous allez recevoir sur votre boîte mail et qui va contenir une pièce jointe ou un lien piégé, dans le but du coup de communiquer vos informations personnelles à l'attaquant. L'attaquant, la plupart du temps, va se faire passer donc pour une personne ou un tiers de confiance. Donc ça peut être une adresse d'un ami, mais la plupart du temps, ça peut être aussi surtout quelqu'un qui va se faire passer, par exemple, pour Amazon, pour votre banque, pour EDF. Ça, c'est les cas les plus classiques. Et ça, dans le but du coup de prendre le contrôle de votre système et de faire usage de vos informations. Et la plupart du temps, c'est vos mots de passe, quoi. Donc cette attaque a un impact sur l'authenticité et la confidentialité de vos données. Donc du coup votre mot de passe, vos informations bancaires, ce genre de choses en général. Les motivations des attaquants, des pirates, sont assez multiples, c'est très varié. La plupart du temps, c'est surtout pour de l'argent, afin de revendre vos données ou de les utiliser à d'autres fins, soit pour accéder à d'autres sites qui pourraient être liés à ces données, ou juste pour nuire, ou ça dépend vraiment après de la cible visée. Voilà pour ce qu'est le phishing.
Maintenant, je vais vous présenter quelques types d'attaques par phishing. Donc là, je vous en présenterai que 4. Il en existe après un peu d'autres, mais c'est très souvent juste des variantes et des petites spécificités selon les types d'attaques. Donc la plus connue, c'est l'attaque phishing classique par email. Euh, En gros, c'est donc ce que je vous ai dit juste avant, mais ça, c'est vraiment des attaques, on va dire, de masse, donc qui ne sont pas du tout ciblées. Vous en recevez probablement des phishing tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais vous en avez sûrement déjà au moins reçu une fois. Si vous regardez dans vos spams, sûrement vous avez des emails de ce type-là, un peu bizarres, soit pour une offre, soit vous disant que vous avez gagné un iPhone, ou des choses comme ça. Ça, c'est du phishing en général et il faut y faire attention. Alors, le spear phishing, ensuite, à la différence donc, du phishing classique, ça va être un type d'attaque beaucoup plus ciblé. Cette fois-ci, l'attaquant, il va essayer de se renseigner un petit peu sur sa cible et il va collecter des données afin de pouvoir mieux cibler les points qui pourraient faire que la personne visée va cliquer sur le lien ou ouvrir la pièce jointe. Donc là, l'attaquant va vraiment avoir une cible en tête et va tout faire pour lui faire cliquer sur le lien. Ensuite, on a ce qu'on appelle les attaques par fake website ou faux site web. Ça, vous en avez sûrement peut-être déjà vu aussi. C'est ces fameux liens qui, par exemple, un ami va vous dire, ou un ami un petit peu mal intentionné, va vous dire qu'il a vu un truc super intéressant sur Facebook et tout, et du coup, il vous dit, bah, tenez, regardez, il vous envoie un lien, vous cliquez sur ce lien, et du coup, c'est une page Facebook qui s'affiche, vous demandant vos mots de passe et login, vous les rentrez, et sans le savoir, vous venez de donner votre mot de passe et votre compte à l'attaquant. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de recréer un site web connu et d'en tirer profit pour récupérer les données des personnes ciblées. Et enfin, la dernière attaque, c'est l'attaque au président, ou CEO fraud en anglais. Ce type d'attaque se rapproche un petit peu aussi du spear phishing, mais ça peut être destiné à un peu plus de personnes. Car cette fois-ci, en fait, ça va être beaucoup plus dans le milieu de l'entreprise pour le coup. Et là, le but de l'attaquant, ça va être d'utiliser, ou de se faire passer en tout cas, par exemple, soit pour votre manager, mais aussi par exemple pour votre service RH ou votre boss, directement votre boss, d'où le nom de l'attaque. Et dans le but de tirer pareil, de vous soutirer des données. Et par exemple, ça peut être dans l'idée, je sais pas, vous recevez un mail de votre RH avec pareil une adresse email qui ressemble bien à celle de votre entreprise et vous disant que ils ont perdu vos données bancaires et que si vous voulez être payé à la fin du mois, il faut que vous renvoyez toutes vos données bancaires afin que vous puissiez être payé. Voilà. Ça peut être ce genre d'attaque. C'est un peu gros, mais ça peut être ce genre d'attaque par exemple. Si c'est bien fait, ça peut marcher. Alors, quelques exemples maintenant, afin que vous puissiez être des experts pour reconnaître un email de phishing. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Donc très souvent, premier truc à faire lorsque vous recevez un mail un peu bizarre, regardez l'adresse de l'émetteur. Vérifiez bien le nom de domaine. Même aujourd'hui maintenant, dans la plupart des entreprises, vous pouvez vérifier. Outlook le fait bien. En tout cas, je sais que la BNP, ça se passe bien comme ça. Les noms de domaine les adresses email qui ne sont pas issues du domaine de votre entreprise vont apparaître comme émetteur inconnu. En tout cas, ça va pas être reconnu. Donc déjà, ça peut être un premier signe pour voir que c'est un email un peu bizarre. Et si jamais, des fois, vous recevez quand même des emails de l'externe, mais vous recevez quand même des emails de l'externe, regardez quand même bien le nom du domaine. Et là, on peut voir que c'est un truc un peu bizarre, Office 365, quelque chose, machin, ce qui ne correspond pas du tout à ce que pourrait être un email de la part de Microsoft. Ensuite, deuxième point très important, et que j'ai pas forcément dit juste avant, dans un email de phishing, ce qu'on va très souvent chercher à faire, c'est à créer la panique. Et là, c'est ce qu'on voit avec le mot threat. C'est que là, en gros, on va vous dire, soit on va vous menacer, entre guillemets, que vous allez perdre vos accès. Par exemple, dans le cas d'un colis, vous allez perdre votre colis ou du coup, il va être renvoyé ou quelque chose comme ça. Là, dans le cas, je disais par exemple pour le mail de l'RH, qu'on va pas pouvoir vous payer, des choses comme ça. Il va y avoir vraiment un sentiment de panique, de menace, et c'est vraiment ça le facteur qui va vous faire cliquer. Et c'est là où il faut prendre 2 minutes et se poser la bonne question.
savoir si c'est vraiment un email légitime. Aussi très classique, mais qui tend à changer maintenant, les hackers sont bien meilleurs là-dessus, c'est les fautes de frappe. Très souvent, c'était à cause du fait que les emails étaient traduits d'une langue étrangère en anglais ou vers le français. Et du coup, bah, il y avait très souvent des fautes dans les mots. Donc pareil, ça se rejoint avec les erreurs grammatiques. Donc voilà, grammaire, pardon. Et puis aussi, souvent, vous pouvez voir en bas du mail, vous pouvez aussi avoir des signatures un peu bizarres en fin de mail. Donc voilà, ça c'est les points importants à regarder lorsque vous recevez des mails. Et ensuite, du coup, un petit exemple donc, pour revenir à ce que je vous disais par rapport aux faux sites web et à Facebook. Il n'y a pas 15 000 manières de vérifier que le site est bon. Surtout qu'aujourd'hui, c'est très très facile de refaire la page d'accueil de Facebook, par exemple. C'est extrêmement simple maintenant pour l'hacker à refaire. Donc là-dessus, vous pourrez pas le percevoir là-dessus. Par contre, regardez bien l'URL. Regardez très bien l'URL que vous avez, si jamais vous avez cliqué sur le lien. Regardez bien l'URL en haut et très souvent, si c'est pas du tout la bonne adresse, alors en l'occurrence c'est très frappant, mais pensez bien à regarder ça. Et aussi quelque chose que j'ai pas dit, c'est que si jamais aussi on vous envoie des liens, notamment pour des réseaux sociaux ou même tout autre type de lien, et que c'est des liens ce qu'on appelle raccourcis. Vous savez, c'est les liens un peu bizarres avec des lettres et juste des chiffres et qui se terminent très souvent en .bit.ly. Ça aussi, ça peut être un drapeau rouge, comme on peut dire. Il faut faire vraiment attention à ça et ça peut être un signe potentiel d'un lien vérolé. Et ça, faut faire vraiment très attention parce que des liens comme ça, vous en trouvez un peu partout sur Internet aujourd'hui. Et il faut y faire attention. Alors, il existe des sites qui permettent de justement retrouver le lien exact derrière ce lien raccourci. Et ça, si vous voulez, je vous le donne, je pourrais vous redonner le nom de ce genre de site en fin de séance, si ça vous intéresse. Voilà. Maintenant, comment s'en protéger? Il y a plusieurs choix. Alors déjà, comment réagir lorsque vous recevez ce type de mail? Euh, renouvelez tout de suite vos identifiants et comptes compromis. Donc, changez votre mot de passe tout de suite si jamais vous êtes touché. Dans le cas où du coup en entreprise, contactez une personne de votre service informatique, alors votre RSSI, votre manager, la personne la mieux placée pour pouvoir gérer ce type d'attaque. Là après, il y a certains points qui sont conseillé par l'ANSSI, c'est de signaler donc l'incident sur Pharos, donc qui est un site de signalement du gouvernement, ou sinon directement de porter plainte auprès de la NSSI. Mais ça sera pas forcément à vous tout seul de le faire, ce sera plutôt votre RSSI ou le service en charge de la sécurité. Puis il y a aussi un numéro vert, si jamais ça vous intéresse, pour vous pouvez leur poser des questions sur ce genre de choses. Et du coup, comment s'en protéger? La chose la plus simple, c'est de ne pas cliquer du coup sur le lien ou la pièce jointe. Mais ça, c'est facile à dire. Comme ça. Aussi, ne jamais répondre au courriel, enfin à l'email suspect. Bloquez-le. Ne le supprimez pas. Ne le supprimez surtout pas, surtout en entreprise. Bloquez-le. Mettez-le dans vos spams, car votre service sécurité pourra en avoir besoin pour faire des analyses. Donc surtout, ne le supprimez pas. Évitez du coup donc l'effet boule de neige. Et oui, c'est ça. Enfin, pour les mots de passe, ayez un coffre-fort numérique. C'est très important, c'est très facile à utiliser. Il y a plein de bonnes solutions qui existent sur Internet. Je vais vous en donner deux si vous voulez. Donc il y a KeePass, qui est la solution proposée par l'ANSSI. Le seul problème de KeePass, c'est très bien, c'est très sécurisé, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est assez peu ergonomique, c'est pas toujours super pratique à utiliser, surtout si vous naviguez beaucoup sur Internet et c'est là qu'on en a le plus besoin. Moi, je vous proposerais sinon Bitwarden, qui est une très bonne solution. Open source, et pour les plus geeks d'entre vous, vous pourrez même l'héberger en local sur un petit serveur. Donc, si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous renvoyer les liens. Vous pouvez le chercher même directement si ça vous intéresse. Et aussi une solution, on vous rabâche sûrement ça aussi, mais activez l'authentification à double facteur absolument partout où vous le pouvez. Maintenant, aujourd'hui, tous les réseaux sociaux,
quasiment tous les sites de vente, enfin les plus gros, Amazon, notamment ton site avec celui-là, proposent ce genre de service. Donc, utiliser la double authentification, franchement, ça vous sauvera la plupart du temps si jamais vous êtes fait attaquer. Donc voilà pour la partie phishing. Maintenant, on va attaquer la partie ransomware. Donc, qu'est-ce qu'un ransomware ou un rançongiciel en français? En gros, alors là, je vais vous parler de la version la plus grave. Mais en gros, c'est un virus, un malware, qui va venir progressivement chiffrer toutes vos données sur votre ordinateur et les rendre complètement inaccessibles. Il faut faire très attention aussi, car c'est souvent un virus qui est accompagné de ce qu'on appelle aussi c'est une sorte de worm, ce qu'on appelle en anglais, en termes cyber, ou sinon un ver, en gros. C'est-à-dire c'est un virus qui va se propager de machine en machine, si elles sont connectées en réseau ou directement par port USB. Et là, je vais vous dire tout de suite un truc aussi là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais je vous déconseille fortement, justement, pour ce type de cas-là, par exemple, de charger votre téléphone à votre PC de travail. À la limite, aller chez vous, vous pouvez le faire, même si je vous le déconseille, mais ça peut être un vecteur de propagation de virus, parce que votre téléphone, vous l'avez partout, vous vous connectez partout avec, et vous pouvez par inadvertance télécharger des petits virus. Et si jamais vous branchez votre téléphone à votre PC de travail, vous pouvez potentiellement contaminer votre PC ou inversement, si jamais vous récupérez un virus depuis votre PC de travail, il pourra se propager sur votre téléphone. Et du coup, en troisième point, très souvent, les ransomware, comme leur nom l'indique, vont exiger une rançon afin que vous puissiez récupérer vos données. Donc là, en termes d'impact, ça touche quasiment tout, hein, l'intégrité, l'authenticité, la disponibilité. Surtout la disponibilité, je dirais. Parce que du coup, ça rend votre machine complètement inutilisable, enfin, en tout cas du point de vue des données qui sont disponibles dessus. Et en termes d'intégrité, c'est pareil, vous ne pourrez plus les récupérer. Et aussi, une chose à savoir, c'est que très souvent, les pirates ne font pas que chiffrer les données, ils les volent aussi. Donc, ça peut leur permettre du coup par la suite de aussi revendre toutes vos données et de les mettre en ligne. Donc du coup, les motivations principales, comme vous l'aurez sûrement compris, c'est principalement l'appât du gain, comme son nom l'indique, hein, vu que c'est une rançon qui est demandée à chaque fois, et la nuisance, pour certains types de ransomware, que justement je vais vous décrire. Du coup, des types de ransomware, donc il en existe trois, en tout cas trois principaux. Les scareware, donc, qui ont pour but de faire peur, les screenlockers et les cryptolockers, donc, qui sont les plus connus. Donc les scareware, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement déjà vu, vous êtes sûrement déjà tombé dessus. Donc, c'est comme là sur les deux images qu'on voit là, ces fameux sites web. Lorsque vous cliquez sur un lien pour aller sur un site, des fois vous avez des pop-up qui s'ouvrent de partout, et vous avez même des fois un son en mode alarmant avec des trucs qui clignotent dans tous les sens pour vous dire attention, vous avez un virus, ou on vous dit que, voilà, très souvent c'est un virus. On vous dit que vous avez un virus, tout va mal, votre ordinateur va exploser limite. Des fois c'est un peu ça là. Du coup, ce genre d'attaque, ça n'affectera pas votre ordinateur. La seule chose que ça peut faire, c'est vous faire peur. C'est comme son nom l'indique, c'est le but, c'est de vous faire peur. C'est de créer ce sentiment encore un peu comme pour le phishing, de peur, de panique. Et dans le but de vous faire appeler ces fameux numéros, de vous faire aller sur ces fameux sites de support qui vont vous résoudre tous vos problèmes. Donc ne cliquez ou n'appelez surtout pas ces personnes. Fermez juste l'onglet de la page web et tout ira bien. Vous n'aurez normalement aucun problème. Voilà, donc ça c'est les scareware, le seul but c'est de vous faire peur. Donc c'est rien de bien méchant. Maintenant, on va passer au screen locker. Celui-là est un peu plus dérangeant, car comme son nom l'exprime très bien, ce virus-là, en fait, lorsqu'il va s'installer et s'activer, va venir en fait tout simplement bloquer l'accès à votre ordinateur. Donc en fait, une fois qu'il va s'activer, votre écran va s'afficher avec un tout nouvel écran, donc soit à gauche ou comme à droite là, et en vous disant que du coup votre ordinateur a complètement été bloqué et que vous ne pouvez plus accéder à vos informations, vos données ou quoi que ce soit. Ce virus-là est un peu plus dérangeant du coup que le premier, mais moins dérangeant que le CryptoLocker, puisqu'en fait la seule chose qu'il va faire, c'est bloquer
l'accès à votre ordinateur. Ça ne va pas chiffrer vos données, mais ça va juste bloquer l'accès à votre ordinateur. Donc là, pas trop de panique, suffit juste de... Enfin, si, de panique quand même. Mais là, dans ces cas-là, il faudra souvent faire appel à un expert ou voir pour trouver une solution de secours pour récupérer l'accès à votre ordinateur. Et voilà, on verra après les solutions possibles pour contourner ce problème. Et enfin, l'exemple le plus connu, vous avez sûrement entendu parler, ce sont donc les cryptolockers, qui en fait, eux, vont venir complètement chiffrer toutes les données de votre ordinateur. Et par la même occasion aussi le bloquer comme avec un screen blocker. Et là, c'est la panique. Par contre, là, une fois que vous voyez cet écran-là, c'est très compliqué. Il y a peu de solutions. Il existe certaines solutions que je vais vous présenter après, mais celui-là, c'est le plus compliqué et c'est le plus dangereux. Et voilà, une fois que vous voyez cet écran, c'est en général fini. Mais pas de panique, il y a quand même des moyens de s'en protéger et de réagir. Alors tout d'abord, pour se protéger de ça, ce qui est conseillé par l'ANSSI, c'est du coup de ne surtout pas éteindre votre machine, mais de la mettre en veille prolongée. Voilà. De tout de suite la déconnecter du réseau, parce que c'est pareil, c'est comme ça peut se propager du coup, comme je vous l'ai dit, à travers le réseau ou par les câbles USB. Donc c'est pareil, déconnecter toute chose qui peut être connectée à votre ordinateur. Il faut que votre ordinateur soit complètement isolé de toute machine connectée en réseau ou en physique. Évidemment, ne connectez plus aucun appareil sur le réseau. Ça paraît logique, parce que une chose, c'est que certes, si vous avez isolé votre PC, donc le virus ne pourra plus se propager depuis le PC, mais le virus était peut-être déjà propagé. Et si jamais une nouvelle machine se connecte au réseau, alors qu'elle n'était pas connectée encore avant, elle peut récupérer aussi le virus. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Évidemment, contacter donc votre service informatique ou la personne en charge de la cybersécurité au sein de votre entreprise. Évidemment, il faudra aussi porter plainte auprès des services compétents, c'est logique. Comment s'en protéger? C'est simple. La manière la plus efficace, c'est de faire des backups, c'est de faire des sauvegardes. Ça, on vous l'a peut-être sûrement déjà rabâché, même pour vous. Mais faites des sauvegardes, c'est extrêmement important. C'est le meilleur moyen de revenir d'une attaque comme celle-là. Parce que très souvent, les pirates ne donneront jamais la clé de déchiffrement, ou si même des fois ils nous en donnent une, il se peut des fois qu'elle ne marche pas en plus. Donc, parce que leur seul but, c'est de récupérer la rançon. Donc mettre à jour vos logiciels, ça c'est ce qu'ils préconisent. Une chose aussi que là que je vois qui n'est pas écrit, mais qui est fortement, très fortement conseillé aujourd'hui, c'est de ne surtout pas payer la rançon. Parce qu'en fait, ça encourage les pirates à continuer ce genre d'activité. Donc en fait, il faut surtout pas les payer. C'est pour ça qu'il faut penser à faire des sauvegardes justement pour éviter de payer les hackers. Voilà, et privilégier, alors ça c'est plus pour les particuliers, mais privilégier un compte utilisateur plutôt qu'un compte administrateur unique. C'est déjà ce que vous avez normalement sur vos machines de travail. Vous avez un compte utilisateur classique et il y a un compte administrateur qui est utilisé pour installer des logiciels. C'est bien aussi si vous pouvez le faire sur votre propre machine, ça vous permet d'avoir un peu plus de sécurité, un peu plus de liberté dans ce que vous faites. Alors ça sera un peu plus contraignant lorsque vous aurez installé un logiciel, mais au moins ça vous assure une couche de sécurité supplémentaire. Et ça c'est important. Puis du coup, un peu pareil que pour le phishing, ne faites pas confiance aux expéditeurs qui vous envoient des mails ou avec des choses un peu douteuses. Et puis évidemment, méfiez-vous des pièces jointes et des liens suspects. Voilà pour la partie ransomware. Maintenant, on va attaquer du coup le déni de service, ou DDoS, donc pour Distributed Denial of Service. Alors, qu'est-ce que le DDoS? Donc en fait, c'est simple. Vous pouvez imaginer ça. Donc en fait, c'est de nombreuses machines, donc, comme c'est dit, envoient un nombre important de demandes au service et le saturent. Alors pour vous expliquer un peu plus, c'est qu'en gros, ça va être tout un groupe de machines, une armée de machines même, qu'on peut dire une armée d'ordinateurs zombies, qui s'appelle aussi en anglais une botnet army. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que donc c'est tout un tas d'ordinateurs. Alors ça peut être de quelques centaines à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde qui vont venir en fait faire des requêtes internet sur un serveur, ou en tout cas sur un groupe de serveurs.
Pour vous décrire un peu plus la chose, imaginez-vous si plusieurs personnes viennent vous poser des questions et qu'il y en a toujours de plus en plus et qu'elles n'arrêtent pas de vous poser des questions. Imaginez, je sais pas, un groupe de 50 personnes qui vous posent des questions en même temps et qui ne s'arrêtent jamais. Bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir super mal à la tête et vous allez probablement peut-être tomber de fatigue, mais en tout cas, ça va fortement vous fatiguer et vous ralentir, du coup, un peu comme un serveur. Et ben là, c'est le même principe. C'est de bombarder, du coup, un serveur ou un groupe de serveurs avec tout un tas de requêtes Internet afin de le faire cracher ou de fortement le ralentir pour qu'il ne puisse plus opérer de manière efficace. Donc le principal impact de l'attaque, bah, c'est sur la disponibilité d'un service, en l'occurrence plutôt un site web ou un groupe ou même carrément le service d'information d'une entreprise qui peut complètement tomber à genoux avec une force de frappe suffisante. Les motivations principales, donc elles sont multiples. Donc ça peut être donc, voilà, une atteinte à l'image, de la revendication, donc pour de l'activisme, ce genre de choses. La part du gain un petit peu moins. En général, c'est plus rare, je pense, que les gens gagnent de l'argent par rapport à ça. C'est surtout pour, voilà, pour causer des soucis à une entreprise et pour les lumières. Et par exemple, je sais pas si quelqu'un n'est pas content contre les nouvelles revendications, les nouvelles mesures de Google, et ben il pourrait très bien décider de s'en prendre à lui. Et c'est justement ce qui s'est passé il y a de ça quelques années. Donc c'est la plus grande attaque DDoS qui a été enregistrée à ce jour, hein, donc c'est contre Google. Donc pour vous donner, comment est-ce qu'on mesure l'importance d'une attaque DDoS? C'est en termes de débit. En fait, on va mesurer le débit qui est généré en fait par toutes les machines du botnet. Et donc pour Google, le pic a été retenu à 2,5 terabits par seconde. Donc pour vous donner une idée, 1 terabit, c'est l'équivalent de 1000 gigas. Et ce que vous avez à la maison, si vous avez une très bonne connexion en fibre, vous avez un pic à maximum 1 giga. Donc là, imaginez-vous le nombre de machines et de connexions qu'il faut pour créer ce genre de débit et ce genre d'attaque. C'est 4 fois plus important que la deuxième attaque qui a été enregistrée. C'est un total donc de 180 000 serveurs qui ont été exposés à cette attaque, donc qui étaient complètement ralentis par cette attaque. Les serveurs de Google ne sont pas tombés, finalement, ils ont quand même réussi à encaisser l'attaque, mais ça a très très fortement ralenti leur service. Et cette attaque-là a été du coup orchestrée, en tout cas d'après les sources, par un groupe, par plusieurs FAI chinois. Alors FAI, pour ceux qui ne savent pas, c'est fournisseur d'accès Internet. C'est l'équivalent de chez nous d'Orange, Bouygues ou SFR, par exemple. Et donc du coup, c'est tous ces fournisseurs d'accès Internet-là chinois qui ont regroupé toute leur puissance de réseau et peut-être même aussi un peu d'autres botnets qu'ils devaient avoir à travers le monde afin d'attaquer Google. Voilà un peu pour vous donner un exemple d'attaque DDoS. Comment vous en protéger? Alors, on va prendre. Donc là, il y a 2 cas. Donc, si vous en êtes témoin, une chose très importante. Donc, imaginons que vous allez essayer d'accéder à un site, par exemple YouTube justement, qui est détenu par Google. Et vous voyez que le site est très très lent, un temps de réponse vraiment très différent par rapport à d'habitude. Patientez et surtout essayez de vous connecter plus tard dans la journée. Parce qu'en fait, si vous rafraîchissez la page tout le temps, parce que vous voulez absolument accéder au site, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est participer en fait à l'attaque. Et si tout le monde fait comme ça, en fait, et en essayant d'accéder au site, bah, vous allez participer à l'attaque et augmenter et amplifier l'attaque. Une chose aussi qui peut paraître peut-être logique ou pas, mais évitez d'en parler trop autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, même s'il y a très peu de chances dans ce genre de cas que personne n'en parle. C'est tellement important que, surtout pour un site comme YouTube par exemple, que personne n'en parle, mais justement d'en parler sur les réseaux, parce que sinon ça va ne faire qu'amplifier le phénomène, parce que les gens vont se dire ah mince, YouTube fonctionne pas, bah, je vais aller voir, c'est bizarre, et en fait bah, ça va amplifier l'attaque. Si vous en êtes victime, donc là, de manière personnelle, surtout personnelle dans ce cas-là, bah, il faut prendre contact avec votre service informatique ou votre prestataire ou votre opérateur, là, comme c'est conseillé,
Et donc du coup, ces personnes-là pourront vous aider à rétablir la situation. Sinon, pour s'en protéger, alors là, c'est plutôt à destination vraiment des services informatiques d'entreprise, mais ça peut aussi vous être destiné si, par exemple, vous avez un petit serveur hébergé, un petit serveur web hébergé en ligne. Vous pouvez aussi utiliser ces solutions. Mais là, on va plutôt côté entreprise, c'est qu'on va par exemple installer des sondes réseau, donc qui vont venir en fait scanner ce qui se passe, l'activité réseau qui entre dans le réseau de l'entreprise et qui vont en fait voir ce qui se passe. Et ce qui est très très souvent dans ce genre d'attaque, en fait, ce qui va se passer, c'est quand on va regarder le flux réseau, on va voir qu'il y a un nombre extrêmement important de requêtes qui arrivent d'un seul coup. Et ça, c'est très typique d'une attaque DDoS. Et dans ces cas-là, si on voit ça, après, en général, il y a des systèmes qui permettent, lorsque ce genre d'attaque est identifié, justement de bloquer ce type d'attaque en filtrant ces genres de paquets et en protégeant du coup l'accès au réseau. Vous pouvez aussi utiliser, donc ça c'est pas mal utilisé, des services tiers de confiance, donc ce que notamment fait le service Cloudflare. Justement, Cloudflare a été la cible aussi d'une attaque DDoS. Et ce qu'ils ont fait du coup pour mitiger l'attaque, c'est qu'ils ont en fait, vu qu'ils ont un nombre de serveurs extrêmement important à travers le monde, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous êtes attaqué et que vous utilisez Cloudflare comme service d'anti-DDoS, bah, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont prendre toutes les requêtes et ils vont les dispatcher partout à travers le monde. Donc, plutôt que vous ayez, je sais pas, 100 000 requêtes qui arrivent sur un serveur, bah, ça va être dispatché sur une cinquantaine de serveurs à travers le monde, par exemple, ou 50 data centers plutôt à travers le monde. Il existe aussi donc du coup des pare-feux spécifiques donc, qui sont un peu plus intelligents et qui vont permettre, plutôt que passivement juste bloquer ou accepter des paquets, ils vont venir vraiment les analyser ceux-là. Donc ils sont équipés en gros de petites sondes aussi réseau pour venir justement analyser ces paquets. Il existe aussi du coup des solutions anti-DDoS aussi proposées par exemple par OVH. Voilà pour la partie DDoS. Donc il nous reste encore du temps, c'est parfait. Du coup, je vais vous parler, faire une petite présentation de ce qu'est l'ingénierie sociale. Donc déjà, comme vous pouvez le voir là, l'image le représente plutôt bien. L'idée, c'est que voilà, un hacker, un pirate, va venir du coup manipuler une personne afin d'accéder à ce qu'elle souhaite avoir. Donc, qu'est-ce qu'est l'ingénierie sociale? Donc déjà, pour commencer, l'ingénierie sociale, ça ne va pas cibler directement une machine, l'informatique, un programme, ça va venir cibler en fait l'humain, afin ensuite d'attaquer la machine. Pourquoi l'humain? Parce qu'en fait, l'humain, aujourd'hui, en tout cas, est très nettement plus faillible qu'une machine. Aujourd'hui, en fait, les moyens techniques utilisés pour protéger les serveurs, les systèmes, les programmes sont de plus en plus importants, sont de plus en plus robustes. Pareil pour justement la partie de chiffrement qui est de plus en plus robuste avec des moyens cryptographiques toujours de plus en plus importants. Donc du coup, ça devient plus compliqué maintenant d'attaquer ou de casser un mot de passe uniquement en y allant de manière brute. Du coup, pour ce faire, les hackers ont décidé un peu d'innover et de passer du coup en attaquant directement l'humain sur la partie qui fait de nous des humains. En tout cas, principalement, ce sont les sentiments et les émotions. Enfin, les émotions surtout. Ça va venir justement un peu rejoindre ce qu'on a vu avec le phishing. Donc, quel type d'émotions? Donc, trois principales, en tout cas trois que j'ai retenues. La colère, la peur et l'amour. Pourquoi la colère? Par exemple, si on vous envoie un email en vous disant, je sais pas moi, on vous dit que, je sais pas, votre compte bancaire a été complètement mis à zéro, vous êtes, il y a un gros problème en tout cas avec votre compte. Votre banque vous dit qu'il y a un gros problème avec votre compte et qu'afin de régulariser votre situation, il faut rentrer certaines informations sur le site et cliquer sur ce lien. Voilà. Par exemple, ça peut être un type d'attaque. Pareil avec la peur, avec ce sentiment de menace, comme je vous présentais tout à l'heure avec le phishing. Si on vous dit qu'il y a un problème aussi, je sais pas, avec votre colis, on vous dit que votre colis a été perdu, afin de le retrouver, cliquez sur ce lien. Là, je parle surtout sur du phishing, mais il y a plein d'autres techniques.
Une autre technique aussi qui est très très connue, ou pas d'ailleurs, mais qui est assez répandue surtout, c'est du coup jouer avec les sentiments donc de l'amour, de l'affection, de cœur. Où il faut faire très attention justement, c'est sur les plateformes de rencontres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se font passer pour de jolies demoiselles ou de jolis hommes, beaux hommes selon les profils, et qui en fait vont avoir pour but de vous attirer, de vous séduire, afin de vous soutirer de l'argent, des informations ou tout autre objectif qu'ils ont en tête, tout autre objectif. Donc voilà. Donc c'est un peu comme le petit schéma que je vous ai fait. Du coup, en fait, l'attaquant passe par l'humain en jouant sur les émotions afin de récupérer ce qu'il souhaite, des informations, de l'argent, des documents, etc. Voilà, voilà. Pour la partie ingénierie sociale, j'espère que ça t'a permis un peu de comprendre ce que c'était. Et puis bah moi j'en ai fini. Pour en tout cas pour la partie présentation purement. Donc maintenant si vous avez des questions, je suis tout oui pour y répondre. Alors, on a une question de Jason qui te demande si une attaque DDoS est une équivalente à un raid d'une communauté comme YouTube, Twitch, Forum. Et si l'attaque DDoS est sans doute punie, est-ce le cas pour un raid? Alors non, je ne pense pas qu'un raid d'une communauté. Alors si un raid c'est juste ce que tu me dis par rapport à Twitch, c'est juste retransférer même un nombre très important d'utilisateurs vers un autre. En fait, non, parce que déjà c'est une fonctionnalité propre à la plateforme. Et après, je veux bien que tu précises un peu ce que tu veux dire par là, mais pour moi non, en fait, c'est pas du tout une attaque DDoS. Ou pour que ce le soit, en fait, ou si on parle de raid vraiment, en fait, pour vraiment que ça soit impactant, il faudrait vraiment qu'il y ait énormément, énormément de gens qui accèdent à la plateforme en même temps. Mais même si tous les utilisateurs, je pense, d'une plateforme se connectent et accèdent à une chaîne, en fait, ça va rien changer parce que bah, en fait, les gens sont déjà connectés sur la plateforme et si c'est pris en compte, ça ira. Donc non, pour moi, non. Est-ce que l'attaque des DOS, c'est puni? Oui. Le cas d'un raid, je ne pense pas. Non, non, je pense pas. Un raid, c'est en fait, c'est un nombre très important de personnes qui vont, par exemple, pour le cas d'une vidéo YouTube, c'est ce qui se fait, mais c'est plus des raids, on va dire, de type pour harceler les gens. En gros, c'est un nombre très important de personnes qui, par exemple, vont venir, par exemple, pour le cas d'une vidéo YouTube, dislike en masse une personne pour lui montrer qu'ils sont pas contents, mettre plein de commentaires négatifs, ce genre de choses. C'est très très lié aux réseaux sociaux pour le coup, les raids. C'est en gros, c'est un nombre très important de personnes qui vont venir en attaquer une autre, quoi, entre guillemets. Une autre question? On... Si, on en a une autre de Jason du coup. Quelles ont été les évolutions de ces attaques au cours du temps? Est-ce toujours d'actualité? Et cela touche-t-il le même public? Tu parles de tous les types d'attaques. Alors les évolutions. Bah, si on prend par exemple le cas des phishing, bah, en fait l'évolution elle s'est faite sur la qualité des emails. Par exemple à l'époque c'était extrêmement facile de repérer un cas de phishing parce qu'en fait les emails étaient très bizarres, vraiment très mal formatés, c'était vraiment juste du texte. En plus c'était des fois même en langue complètement étrangère. Vous aviez des caractères cyrilliques dans les emails avec de l'anglais. Enfin, ça se repérait de très très loin et très facilement. Et en fait, aujourd'hui, les emails, par exemple, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, enfin, paraissent beaucoup plus authentiques parce que maintenant, ils reprennent vraiment les templates et les formats qui sont utilisés par les entreprises. Ils ont vraiment beaucoup analysé comment étaient faites les communications des entreprises. Ils savent quelles sont voilà, les phrases typiques, où sont les icônes, quel est je sais pas, le type de police, la couleur, ce genre de choses. Et maintenant, les emails sont vraiment, pour un œil non averti, ils peuvent être très compliqués à différencier. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Bah oui, oui. Les trois attaques là, que je vous ai citées sont toujours d'actualité et ne font qu'augmenter. Ne serait-ce que pour la ransomware, ça ne cesse d'augmenter. Le phishing, ça a toujours été, il y en a, enfin, vous en recevez, je pense, tous les jours, sans forcément même le savoir sur vos adresses email. Il suffit que vous ayez un petit peu utilisé votre adresse email un peu partout, sur des sites d'achat, sur les réseaux sociaux, sur des forums, des choses comme ça.
ou même que vous l'ayez partagé publiquement. Hein, par exemple, si vous utilisez LinkedIn, ce genre de choses, et que vous mettez public votre adresse email, bah, c'est des choses qui sont très faciles à récupérer après. Donc, vous recevez probablement du phishing sans le savoir. Et est-ce que cela touche le même public? Je pense que oui. Alors, j'ai pas forcément la donnée exacte là-dessus, mais pour moi, oui, oui, ça touche, ça a toujours touché le. Alors après, ça dépend. Le phishing, oui, ça a toujours touché pour moi et les particuliers et les entreprises. Le DDoS, c'est pour moi, ça ne touche quasiment pas les particuliers parce qu'en fait, enfin, à moins que vous ayez un serveur chez vous, ce genre de choses, c'est, enfin, c'est vraiment à destination d'une entreprise ou d'une organisation, le DDoS. Et le ransomware, ça se démocratise un peu plus, je pense, aussi chez les particuliers, mais surtout beaucoup en entreprise. Par contre, ouais. Surtout les entreprises, parce qu'en fait, c'est eux qui ont le plus d'argent et qui vont pouvoir payer, ou les États qui vont pouvoir payer ce genre de somme. Du coup, c'est moins intéressant d'attaquer un, un petit particulier. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être un sujet que vous avez peut-être moins compris que d'autres, quelque chose comme ça, vous aurez besoin peut-être de plus de précision. Alors, on a une question de Nicolas. Est-ce que les pirates effectuent le décryptage lors d'un paiement de ransomware en général? Alors, j'ai pas de données sur ce point-là. Il y en a qui, des fois, oui, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de récupérer l'argent et après, ils redonnent les clés aux gens pour pouvoir déchiffrer. Mais bon, c'est pas le cas de tous. C'est pas le cas de tous, donc c'est une chance sur deux, quoi. C'est pour ça que faut vraiment pas payer les rançons, parce qu'il y en a certains qui ne leur donnent pas les clés. Après là-dessus, ouais, justement, je voulais revenir un peu là-dessus. Par rapport aux clés, il y a une solution aussi pour des fois s'en sortir. Je sais qu'il y a des sites, il y a des organisations en fait qui se chargent de récupérer les clés de déchiffrement ou de trouver les clés de déchiffrement pour tout un tas de ransomware connus. Parce que il y a certaines manières dont les clés sont générées. Du coup, il y a des organisations qui créent en fait des déchiffreurs de données ou qui en tout cas vont aider les entreprises pour récupérer vos données. Donc il y a des choses comme ça. Mais sinon, non, il n'y a aucune garantie que vous récupérez vos données. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas payer. Et sinon, non, sinon, c'est pas les pirates eux-mêmes qui font le déchiffrage. En fait, ils vous donnent la clé de déchiffrement et c'est à vous ensuite de déchiffrer les données. Mais ça, les gens de sécurité même de l'IT, sont très bien le faire. On a une autre question de Corentin qui demande quel est d'après vous le meilleur exemple pour sensibiliser ses proches sur les risques évoqués? Sachant que moi j'ai une partie de la réponse, mais vas-y, je te laisse. Le meilleur moyen de sensibiliser, assez proche. Ouais, enfin assez proche. Donc la famille, Ouais, ouais, cousins, je vois tout bien, ça. je vois bien, je vois bien. Il y a plein de petites choses. Alors, il y a plein de vidéos déjà sur Internet qui te présentent des trucs, vraiment des cas existants, vraiment très impactants, et tout et tout. Donc ça déjà, ça peut être un bon point. Après, si tu as envie, tu peux toujours essayer de t'amuser toi-même à les hacker avec un petit truc simple. Ça peut se faire, ça peut être marrant. Puis après, sinon, non, il y a plein de petites vidéos, de petites choses comme ça, de sensibilisation qui sont vraiment bien faites. Là, comme ça, sinon, j'ai pas trop d'autres d'autres idées. T'avais quoi en tête, Kevin? Moi, en gros, pour la sensibilisation, en dehors des vidéos, comme a dit Simon, c'est surtout pas leur imposer, mais presque, en gros, de leur dire que, par exemple, l'identification à double facteur ou à Ouais, multifacteur est très intéressante, voire même va devenir indispensable dans les mois à venir. À mon sens, elle est déjà indispensable. C'est que l'avantage de ce MFA, donc le Multi-Factor Authentication, te permet de, après avoir mis un mot de passe, de rentrer un code
ou voire même côté Outlook, je sais que Outlook le fait, si on va sur l'interface Outlook, te permet juste de faire un coup de Face ID avec ton téléphone et déverrouille totalement ta session. Donc ça, c'est plutôt non négligeable du fait que la personne, même si, imaginons, le hacker arrive à savoir le mot de passe, il restera bloqué en fait sur l'authentification multifacteur parce qu'il n'aura pas le téléphone à côté de lui. Mais par contre, ton proche ou quelqu'un de ta famille, dans tous les cas, il va recevoir une notification comme quoi qu'il y a une demande de tentative d'ouverture de session, de mail, de patati patata. Et là, il va pouvoir être alerté. Donc c'est pour ça que l'authentification double facteur ou multifacteur est super importante. C'est que c'est pouvoir être prévenu et surtout, même si pour surtout les seniors, mais je parle très très seniors, hein, c'est-à-dire plus de 60 ans, ça les enquiquine de devoir avoir un téléphone, mais c'est vraiment non négligeable. Ensuite, pour la sensibilisation, si on parle par exemple d'adolescents, bah, comme disait Simon, lui faire un petit test, si on est un peu du métier, lui faire un test en live, bah, de faire un petit mail bidon. Vous avez gagné, je sais pas, une carte cadeau Fortnite ou un truc du genre, quelque chose où vraiment on sait que ça va l'intéresser. Et ben on ira dans ce sens-là en fait. C'est un peu comme en entreprise où on fait pareil des tests justement d'intrusion. C'est qu'on va créer un mail qui va parler quasiment à tous globalement, mais on va laisser des petites coquilles exprès pour justement voir si la personne va lire le mail ou va faire, comme je dis souvent, le clicker fou. C'est-à-dire il va voir le lien, il va voir que c'est, je sais pas, la le CE qui dit que ouais, il y a une carte cadeau de 20 € pour Noël. Et ben 3 chances sur 4, la personne, elle a juste vu carte cadeau, 20 €, et elle a cliqué. Et voilà comment on se fait avoir. Donc ça peut être intéressant justement de sensibiliser par rapport à ce que la personne en face aime bien, tu vois. Et après, Richard, oui, c'est vrai que je l'avais. Pardon. dernier point, juste après la sensibilisation de base, c'est-à-dire éviter de raconter sa vie tout et n'importe quoi, enfin tout et n'importe comment à n'importe qui, et puis verrouiller au maximum. C'est pas parce que justement Instagram, TikTok, etc. sont vraiment un large spectre sur le web qu'il faut forcément diffuser tout et n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qui peuvent justement aller beaucoup plus loin, notamment sensibiliser pour le harcèlement. Et le harcèlement peut aussi passer par cette faille de sécurité et aller plus loin, c'est-à-dire récupération de mails, récupération de données, etc., quoi. C'est un type d'harcèlement. Et non négligeable aussi, faut en parler. Voilà. On a encore une question, je sais pas, de Nicolas. Ouais, Il dit, vous avez parlé des sauvegardes de mots de passe via KeePass et Bitwarden. Que pensez-vous des sauvegardes de mots de passe potentiellement dans les navigateurs Chrome, Firefox et autres? Moi, je suis pas très fan, personnellement. Non, Vu je suis toutes en les phase. infos, un navigateur, je sais pas. Moi, j'aime pas. Je préfère les avoir en local, justement, ce que tu peux faire avec KeePass. C'est tu as vraiment ton propre coffre-fort en local. Bitwarden propose la locale ou dans le cloud, ce qui est un peu plus pratique. Mais moi, je préfère largement passer par un coffre-fort vraiment dédié, qui sera notamment en termes de sécurité, je pense, bien meilleur que ton navigateur. Puis après, c'est le risque aussi, en mettant tes données dans le navigateur, si jamais ce navigateur-là a une faille ou quoi que ce soit, potentiellement, on pourra te pirater, quoi. Donc, J'allais en puis, parler. voilà. Moi, justement, j'ai un sujet en ce moment au sein d'Extia sur justement tout ce qui est gestionnaire de mots de passe. Et on m'a dit, ouais, mais pourquoi, enfin, vu qu'on a une solution Google, pourquoi justement on n'enregistre pas tous nos mots de passe
sur le navigateur Chrome, oui. Pour l'utilisateur, c'est facile parce qu'il a juste à cliquer, enregistrer, etc. Le problème, c'est même pour le personnel chez vous, c'est que premier point, c'est que les mots de passe que vous enregistrez sur vos comptes Google et Chrome, vous pourrez pas forcément les exporter. C'est-à-dire que on peut le mettre dans Chrome, on peut le mettre chez Google, mais on ne sait pas ce que va faire Google avec et on ne peut pas les récupérer, les exporter vers un autre point. C'est déjà, premier problème. On peut les modifier, mais on peut pas les exporter vers autre chose. Donc c'est déjà, moi, de ce côté-là, je suis moyen fan. Mais bon, en soi, passons. Mais deuxième problème et majeur, là je vais rentrer un peu dans la technique, c'est que il y a des attaques aussi qu'on n'a pas parlé, qui se font via le web et qui sont aussi majoritairement, c'est-à-dire ces 2 dernières années, via les cookies. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cookies, on vous embête depuis quelques années avec la RGPD et notamment depuis, de mémoire si je dis pas de bêtises, c'est début d'année, où on vous dit: «Est-ce que vous voulez tout accepter? Est-ce que vous voulez accepter qu'une seule partie?» ou même il y a des sites qui sont encore plus foufou, c'est: «Si vous voulez accéder à notre site, soit vous acceptez tous les cookies, soit vous payez 1 € ou 2 € par mois». Et là, le problème, c'est qu'on peut faire une attaque, en fait, via les cookies et récupérer et remonter jusqu'au gestionnaire de mots de passe de Chrome. Pour l'avoir fait, c'est certes assez touchy, mais c'est faisable. Et à partir du moment où on accède, parce que quand vous accédez à votre navigateur Chrome, la plupart du temps, vous êtes déjà connecté à votre compte Google. Donc vous n'avez pas besoin du MFA et vous n'avez pas besoin de retaper votre mot de passe. Et c'est là où le hacker en profite, en fait. Et qu'avec la gestion de cookies, en temps réel, pendant que vous naviguez sur internet, sur votre Amazon, etc., il y a eu un site frauduleux à un moment donné. Même si vous y êtes resté que 5 secondes, ça a suffi pour l'attaquant de vous target et de récupérer. Alors, importation des mots de passe est possible avec une option masquée activée. Ah, je savais pas. Bah, tu vois, je dormirai moins bête ce soir. Mais voilà, moi je suis pas très fan. J'avoue que j'utilise Bitwarden. Côté cloud, je l'utilise parce que y a pas que moi qui l'utilise. T'as des options famille et franchement, on peut faire l'authentification multifactorielle. Donc chacun a son coffre et on peut même partager des coffres. Ça c'est plutôt cool. Ce que KeePass sait faire aussi, mais un peu moins bien. Un peu moins bien. Et puis c'est moins ergonomique, quoi. Voilà, C'est ça le problème. c'est moins ergonomique, et puis bon, Bitwarden est gratuit en tout cas si on fait un compte personnel. À partir du moment où on fait un compte premium ou famille, c'est 10 $. Mais l'avantage c'est que Bitwarden te permet, comme disait Simon, du local ou du cloud ou les deux. Il te permet aussi de gérer ta sécurité. Donc c'est-à-dire si tu veux du SHA-1, tu peux, même si c'est pas conseillé, mais tu peux faire du SHA-2, tu peux faire du AES, etc. Donc là, je rentre dans la technique. J'ai peut-être perdu beaucoup de monde, mais en soi, on peut l'utiliser vraiment pour tout faire, quoi. On peut utiliser des algorithmes et avoir un nombre d'itérations assez phénoménal pour que, en gros, s'il y a une attaque par brute force, donc par force brute, ça protège le mot de passe maître, en fait. Bon, après, il y a plein de, voilà, pour l'authentification double facteur, il y a OTI qui est open source. Après, il y a il y a Google Authenticator qui est pas open source. Il y a Microsoft Authenticator qui est pas open source. En fait, il y a plein de trucs multifacteurs. Donc après, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de mauvaise réponse en tout cas pour choisir un soft pour la double authentification. Tant qu'il marche, c'est tout ce qu'on lui demande. Merci d'être venu. Merci Simon en tout cas pour la présentation. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée.